Cette vidéo relative aux principes budgétaires et comptables fait partie d'un parcours plus complet, vous permettant de mieux appréhender les mécanismes applicables aux collectivités, à leur budget, à leurs finances et à leur comptabilité. La première vidéo est donc consacrée aux principes budgétaires et comptables. La seconde, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la dernière, au contrôle budgétaire. Les différents principes budgétaires et comptables que nous allons examiner dans cette vidéo sont souvent des principes anciens, des principes historiques, des principes qui remontent souvent à la Révolution française, parfois même un peu avant, et ces principes font écho souvent à des principes philosophiques et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont souvent issus des réflexions des philosophes des Lumières. Pour chaque principe, on procédera de la même façon. Dans un premier temps, on examinera quelle est la signification du principe, le sens du principe. Dans un deuxième temps, on verra quelle est la justification du principe, pourquoi il existe, à quoi il sert. Et enfin, dans un troisième temps, on verra quelles sont les exceptions, les atténuations à ces différents principes budgétaires et comptables. Dans un premier temps, on va d'abord évoquer les principes budgétaires traditionnels, l'unité budgétaire, l'universalité, l'annualité, l'antériorité, la spécialité et bien sûr l'équilibre budgétaire qui est tellement important. Au-delà de la question des principes strictement budgétaires, nous verrons dans un deuxième temps qu'il existe un principe comptable structurant, c'est la séparation entre l'ordonnateur, l'exécutif de la collectivité, et le comptable public, qui est un fonctionnaire du Trésor public. Et nous verrons qu'est-ce que signifie ce principe, pourquoi il existe, quels sont ses enjeux, et nous verrons aussi quelles sont les atténuations ou les exceptions à ce principe. Le principe de l'unité budgétaire signifie que dans toutes les organisations publiques, que ce soit les collectivités, les établissements publics locaux, que ce soit également dans la fonction publique hospitalière, que ce soit au niveau de l'État, le principe de l'unité budgétaire signifie qu'il ne doit y avoir qu'un seul et unique budget. Ce principe correspond à un principe de transparence, de lisibilité. Il est important que les citoyens qui doivent pouvoir avoir accès à l'information sur ce qui a été fait avec leur argent, avec les impôts qu'ils ont payés, avec les redevances, les tarifs qu'ils ont acquittés, les citoyens, pour avoir cette information-là, ne doivent pas avoir à regarder dans de multiples documents budgétaires. Ils ne doivent pas avoir à chercher l'information. Toute l'information doit être regroupée au sein d'un seul et unique budget. On s'aperçoit bien que ce principe de transparence, ce principe de lisibilité, correspond à un principe philosophique où les citoyens consentent à l'impôt et en contrepartie de ce consentement à l'impôt, ils doivent avoir la possibilité de savoir qu'est-ce qui a été fait avec leur argent, avec les impôts qu'ils ont payés. Bien sûr, il y a des exceptions ou des atténuations à ce principe d'unité budgétaire. D'abord, il peut y avoir des budgets annexes ou des budgets autonomes. On va trouver des budgets annexes obligatoirement mis en place par les collectivités pour gérer des services publics industriels et commerciaux. Par exemple, le service public de l'eau, le service public de l'assainissement, le service public des transports urbains, les cimetières, crématoriums. Ces services publics sont qualifiés soit par la loi, soit par la jurisprudence de services publics industriels et commerciaux. Et lorsqu'il y a un service public industriel et commercial,
il y a forcément obligation de mettre en place un budget annexe. Ce budget annexe fait l'objet d'une nomenclature comptable spécifique. Une nomenclature, c'est une règle comptable. D'une nomenclature comptable spécifique qui s'appelle la nomenclature comptable M4. M43 pour les transports, M49 pour l'eau et l'assainissement. Chaque service public industriel et commercial a une déclinaison spécifique au niveau de la nomenclature comptable. Première chose à retenir, lorsqu'il y a service public industriel et commercial, il y a forcément mise en place d'un budget annexe. Les collectivités peuvent aussi instituer des budgets annexes sur la base du volontariat, si elles le souhaitent, notamment lorsque les collectivités vont gérer des services assujettis à la TVA, des services commerciaux qui vont être assujettis à la TVA. Par exemple, un musée est assujetti à la TVA. Lorsque la collectivité met en place ces services assujettis à la TVA, il va y avoir certains services, certaines recettes qui ne sont pas taxées à la TVA et d'autres recettes qui vont être taxées à la TVA. Pour avoir une lisibilité plus simple, on peut choisir, c'est un choix, ce n'est pas une obligation, on peut choisir d'instituer un budget annexe pour y regrouper toutes les opérations assujetties à la TVA qui concernent le service en particulier. Une collectivité qui va gérer un musée, si les recettes du musée sont assujetties à la TVA, la collectivité peut décider de loger toutes les dépenses et toutes les recettes de ce musée dans un seul et unique budget annexe, de façon à pouvoir plus facilement gérer les opérations de TVA. Enfin, une collectivité peut décider, sur la base d'une délibération, de mettre en place un service public à simple autonomie financière, ce qui signifie que ce service public à simple autonomie financière fera l'objet d'un budget annexe. Là encore, la mise en place d'un budget annexe à simple autonomie financière, en dehors des cas où il est obligatoire, est une simple faculté de la part de la collectivité. Cette faculté donne lieu à une délibération qui donne lieu au contrôle de légalité et le préfet va vérifier si la création du budget annexe et donc la dérogation au principe d'unité budgétaire est légitime. Il ne faut pas confondre un budget annexe avec un budget autonome. Le budget annexe, c'est le budget annexe de la collectivité. On a le même ordonnateur, c'est le maire de la collectivité qui va être l'ordonnateur du budget principal et l'ordonnateur du budget annexe. Les agents qui vont être rattachés au budget annexe sont des agents de la collectivité avec une feuille de paye de la collectivité. Les décisions prises dans le cadre de la gestion d'un service public qui fait l'objet d'un budget annexe sont des délibérations prises par l'assemblée délibérante de la collectivité. Il en va différemment dans le cadre d'un budget autonome. Un budget autonome est un budget qui est adopté pour la gestion d'un établissement public autonome, à part, avec une personnalité morale propre. Même si ce service public à personnalité morale propre est étroitement lié à la commune, il n'en reste pas moins que c'est une entité autonome avec un budget propre, différent du budget de la collectivité, avec un ordonnateur propre, différent du maire, différent de l'exécutif de la collectivité, avec du personnel propre. Le personnel a une feuille de paye qui correspond à cet établissement public autonome. Et donc, il ne faut pas confondre un budget annexe qui est un budget de la collectivité avec un budget autonome qui est un budget d'un établissement public à part,
d'une personnalité morale à part, séparée de la collectivité, même si cet établissement public travaille en étroite relation avec la collectivité. Par exemple, le budget du CCAS, du Centre communal d'action sociale, est un budget autonome. Le CCAS a un ordonnateur, c'est le président du conseil d'administration du CCAS, même si souvent c'est le maire ou l'adjoint aux affaires sociales. Le CCAS a un budget propre et les agents du CCAS ne sont pas les agents de la commune. Donc ne pas confondre un budget annexe avec un budget autonome. Et puis dans les dérogations au principe de l'unité budgétaire, on trouve aussi ce qu'on appelle les étapes budgétaires. Tout au long de l'année, on va trouver différents documents budgétaires qui sont adoptés par l'Assemblée délibérante. En début d'année, on va trouver le budget primitif. En cours d'année, on va trouver le budget supplémentaire. On va aussi trouver des décisions modificatives. Donc, un citoyen qui rentrerait à l'accueil de la mairie et qui demanderait à voir le budget de la collectivité, on pourrait lui poser la question, est-ce que vous voulez voir le budget primitif, le budget supplémentaire, les décisions modificatives? Donc sur un plan formel, il y a tout au long de l'année plusieurs documents budgétaires, le budget primitif, le budget supplémentaire, les décisions modificatives. Mais tous ces documents budgétaires ne forment en fait juridiquement qu'un seul et unique budget. Le budget, c'est en fait l'autorisation politique qui est donnée à l'ordonnateur de dépenser. L'ordonnateur, il a le droit de dépenser dans la limite des crédits qui ont été votés au budget primitif, plus le budget supplémentaire, plus la décision modificative. Ce qu'on appelle budget au sens juridique, c'est la somme des trois décisions politiques. Donc si au sens matériel, tout au long de l'année, il y a bien plusieurs documents budgétaires, au sens juridique des termes, il n'y a qu'un seul budget, le budget étant l'autorisation politique donnée à l'exécutif de dépenser. Et cette autorisation politique globale donnée à l'exécutif de dépenser, c'est la somme de tous les documents budgétaires. Voilà les points à retenir en ce qui concerne l'unité budgétaire. Un seul et unique budget pour une meilleure transparence et une meilleure lisibilité, avec des exceptions que sont les budgets annexes à ne pas confondre avec les budgets autonomes. Voyons maintenant un autre principe, le principe de l'universalité budgétaire. Le principe de l'universalité budgétaire complète en effet le principe d'unité budgétaire. L'universalité budgétaire signifie que toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être inscrites au sein d'un seul et même document budgétaire. Ce principe d'universalité budgétaire se subdivise en réalité en deux sous-principes. Le principe de non-compensation ou de non-contraction et le principe de non-affectation. La non-compensation ou la non-contraction signifie que lorsqu'on a une recette qui concerne le même objet qu'une dépense, on est obligé d'inscrire au budget toute la dépense et toute la recette. On ne peut pas inscrire uniquement la dépense nette. On doit tout inscrire la dépense et tout inscrire la recette. On n'a pas le droit de contracter. On n'a pas le droit de faire une compensation. On n'a pas le droit d'inscrire le montant net. Mais le principe d'universalité budgétaire est aussi composé d'un deuxième sous-principe, c'est le principe de non-affectation d'une dépense à une recette. C'est le principe qui veut qu'un budget soit un peu comme un pot commun. On fait rentrer dans le budget toutes les recettes, et une fois qu'on a inscrit les recettes, il appartient aux élus de l'Assemblée délibérante de se poser la question des dépenses qu'ils souhaitent financer grâce à ces recettes. Donc retenez que le principe de l'universalité budgétaire signifie que toutes les dépenses doivent être et toutes les recettes doivent être inscrites dans le budget, qu'on n'a pas le droit de les contracter, de les compenser,
et qu'on n'a pas le droit non plus de faire une affectation d'une recette particulière à une dépense particulière, le budget étant un pot commun. Pourquoi ce principe existe? C'est un enjeu de transparence. Il faut que tout soit retracé, soit retraduit, soit transcrit tant en recettes qu'en dépenses. Mais c'est aussi un enjeu de sincérité budgétaire et en particulier de sincérité sur le plan du patrimoine. Prenons l'exemple d'une voiture. Dans votre service, vous avez une voiture qui est déjà ancienne et qui vaut, que vous aviez acheté à l'origine 10 000 euros, et qui vaut aujourd'hui 4 000 euros. Dans le cadre d'une consultation, vous choisissez un prestataire qui va vous fournir une voiture neuve et qui accepte de reprendre votre vieille voiture 4 000 euros. La voiture neuve est évaluée 10 000 euros, la voiture ancienne est évaluée 4 000 euros. Le prestataire, il vous dit, bah, achète-moi la voiture neuve pour 6 000 euros. Si vous faites une dépense, si vous faites un mandat de 6 000 euros, vous aurez un problème au niveau de la sincérité du patrimoine. Vous aurez fait une dépense de 6 000 euros. Vous aurez un véhicule qui est venu s'inscrire dans votre patrimoine pour une valeur de 6 000 euros. Et pourtant, physiquement, sur le prix catalogue, ce véhicule vaut 10 000 euros. Vous aurez donc, si vous contractiez, un écart entre la valeur physique du bien et la valeur comptabilisée dans le compte de gestion. Et l'un des principes de la comptabilité, c'est d'avoir une fidélité, une rigueur entre les sommes qui sont enregistrées dans le patrimoine, dans le compte de gestion, et l'inventaire physique sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de contracter, pour des raisons de sincérité, notamment au niveau du patrimoine. Bien sûr, il y a quelques atténuations, quelques exceptions à ce principe-là. Et en particulier, on trouve des recettes qui sont affectées à des dépenses bien particulières. On appelle ça des recettes grévées d'affectation spéciale. Ça veut dire que lorsque la collectivité bénéficie de cette recette, elle est obligée d'utiliser le produit de la recette à des dépenses fléchées, à des dépenses bien particulières. On peut donner quelques exemples. Par exemple, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être utilisée par la collectivité, que ce soit une commune ou une intercommunalité, que pour financer des dépenses qui concernent la gestion des déchets. De la même manière que la taxe de séjour, qui est payée par les touristes à des hôteliers ou à des gestionnaires de camping. Cette taxe de séjour qui ensuite est reversée à la commune, elle ne peut être utilisée par la commune qu'uniquement pour faire des dépenses d'investissement ou de fonctionnement en faveur du développement touristique. Elle ne peut pas être utilisée à autre chose. Les amendes de police, qui sont perçues par l'État et dont une partie est reversée aux collectivités, doivent nécessairement être fléchées vers des dépenses de la voirie qui vont améliorer les conditions de circulation. Ces différents exemples montrent bien que, dans le cas général, le budget est un pot commun dans lequel on fait rentrer toutes les recettes et ensuite on s'interroge sur les dépenses, sur les actions à mettre en œuvre, mais que, à titre dérogatoire et particulier, certaines des recettes sont fléchées vers des dépenses bien particulières. On appelle ça des recettes grévées d'affectation spéciale. Et lorsqu'on a des recettes grévées d'affectation spéciale, la collectivité est tenue de justifier de leur emploi en créant au niveau du compte administratif une annexe dans laquelle la collectivité rappelle quel est le montant qu'elle a perçu l'année donnée et quelles sont les dépenses qu'elle a faites avec cette recette pour bien démontrer que l'argent collecté n'a pas été utilisé à autre chose qu'à son objet en particulier. On pourrait trouver d'autres exemples, mais j'ai préféré me consacrer sur ces quelques exemples-là pour illustrer le principe de l'universalité budgétaire.
Un autre des principes budgétaires est l'annualité budgétaire. L'annualité budgétaire signifie qu'un budget doit être voté pour une année civile et doit s'exécuter dans l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Il s'agit d'un enjeu démocratique, d'un enjeu de transparence. Les citoyens consentent à l'impôt. En vertu de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ils ont le droit de savoir ce qui a été fait avec leur argent. L'autorisation de dépenser est donnée pour 1 an à l'exécutif. L'exécutif gère durant l'année. À la fin de l'année, il rend des comptes et les citoyens peuvent consentir à nouveau à l'impôt pour l'année prochaine s'ils sont satisfaits de ce qui a été fait avec leur argent. Bien sûr, vous sentez que c'est tout théorique. Mais en tout cas, le principe de l'annualité budgétaire a cette référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au consentement à l'impôt. Mais bien évidemment, comme tous les principes budgétaires et comptables, ce principe connaît des exceptions ou des atténuations. Des exceptions au niveau de la prévision budgétaire et des exceptions au niveau de l'exécution budgétaire. En matière de prévision budgétaire, une première exception peut être mentionnée si l'on considère que le budget se prévoit du 1er janvier au 31 décembre, mais que les collectivités locales disposent d'un délai supplémentaire pour voter leur budget, puisqu'elles ont jusqu'au 15 avril pour voter leur budget. En d'autres termes, même si le budget qui est voté courant mars ou courant avril est voté tardivement, il n'en reste pas moins que les prévisions budgétaires qui sont intégrées dans ce budget couvrent la partie d'année qui va du 1er janvier au 31 décembre. Mais il est vrai quand même que par dérogation à ce principe, les budgets ne sont pas votés au 1er janvier, mais sont votés au cours du premier trimestre. Deuxième exception. En cours d'année, pour modifier le budget, les assemblées délibérantes peuvent adopter des décisions modificatives. L'application stricte du principe de l'annualité budgétaire, qui veut qu'un budget soit prévu du 1er janvier au 31 décembre, signifierait que les décisions modificatives concernant le budget de l'année N doivent intervenir durant l'année N. Eh bien, il y a une exception, parce qu'il est possible, durant le mois de janvier N+1, jusqu'au 21 janvier, il est possible d'adopter une décision modificative qui va concerner l'année N. En d'autres termes, on peut jusqu'au 21 janvier N+1 modifier, faire des transferts de chapitres sur le budget de l'année N. Et enfin, dernière exception au principe de l'annualité budgétaire qui veut qu'un budget se prévoit du 1er janvier au 31 décembre, dernière exception, ce sont les APCP. AP signifie autorisation de programme, CP signifie crédit de paiement. Les APCP, autorisation de programme, crédit de paiement, ce sont des délibérations adoptées par l'Assemblée délibérante qui vont prévoir la réalisation d'un investissement sur plusieurs années. C'est en quelque sorte une autorisation budgétaire qui est donnée à l'exécutif de réaliser une opération d'investissement sur plusieurs années, par dérogation au principe de l'annualité budgétaire qui veut qu'un budget, une autorisation budgétaire, ne valent que pour une seule année. Mais nous avons aussi des exceptions au principe de l'annualité budgétaire qui interviennent au niveau de l'exécution budgétaire. Normalement, un budget devrait se terminer, on ne devrait plus pouvoir dépenser d'argent sur une année N après le 31 décembre si on appliquait strictement le principe de l'annualité budgétaire. Cette limite du 31 décembre est valable pour la section d'investissement. On ne peut pas dépenser une somme en section d'investissement après le 31 décembre de l'année N.
En revanche, en fonctionnement, nous avons une règle différente. Et nous pouvons en fonctionnement dépenser durant le mois de janvier N+1 sur le budget de l'année N des dépenses qui concernent l'année N. Ça s'appelle la journée complémentaire. En d'autres termes, durant le mois de janvier N+1, à la direction des finances, 2 budgets sont ouverts. Le budget de l'année N et le budget de l'année N+1. Lorsqu'arrive une facture au mois de janvier N+1, les agents de la direction des finances doivent se poser la question, est-ce que la facture concerne l'année N ou est-ce que la facture concerne l'année N+1? Et en fonction, ils utilisent le budget correspondant. Plusieurs exemples pour bien vous faire comprendre. Prenons l'exemple d'une ramette de papier. Je commande une ramette de papier, c'est une dépense de fonctionnement. Je commande une ramette de papier le 5 décembre. J'engage la ramette de papier le 5 décembre. La ramette de papier m'est livrée le 26 décembre. La facture arrive le 27 décembre. Dans cet exemple, il n'y a pas de débat. Je paye la facture sur l'année N. Maintenant, plus compliqué. J'engage la commande le 5 décembre. Je suis livré le 26 décembre, rien n'a changé. Mais en revanche, la facture arrive le 12 janvier. Comme la facture qui arrive le 12 janvier concerne une opération de fonctionnement qui s'est déroulée sur l'année N, je vais pouvoir mandater la dépense sur l'année N. Donc, même si la facture arrive le 12 janvier, comme la facture concerne une dépense de l'année N, j'utilise le budget N pour passer la dépense, j'utilise la journée complémentaire. Je passe ma commande le 5 décembre, mais je suis livré le 2 janvier. Et je reçois ma facture toujours le 12 janvier. Est-ce que la facture que je reçois le 12 janvier, je la passe sur l'année N ou je la passe sur l'année N+1? Eh bien, en matière de fonctionnement, ce qui fait foi, ce n'est pas la date d'engagement, ce n'est pas la date du 5 décembre qui va être utilisée, c'est la date de service fait. Et dans mon dernier exemple, le service fait est le 2 janvier. Comme le service est fait le 2 janvier, la dépense doit être passée sur le budget N+1. En d'autres termes et en résumé, durant le mois de janvier, on peut passer des dépenses de fonctionnement soit sur l'année N, soit sur l'année N+1. Lorsqu'on reçoit chaque facture, il faut qu'on se pose la question, est-ce que la facture concerne l'année N ou est-ce que la facture concerne l'année N+1? Et en fonction de la réponse à cette question, vous utilisez le budget correspondant. Et ce qu'il fait foi, c'est la notion de service fait. À quel moment le service a été fait? En résumé, l'annualité budgétaire veut que l'on prévoie et que l'on exécute un budget dans le cadre d'une année civile, pour des raisons démocratiques, pour des raisons de transparence, pour permettre plus facilement de rendre des comptes aux citoyens. Mais bien évidemment, il y a quelques exceptions à ce principe-là, et des exceptions qui permettent d'assurer la continuité du service public, des exceptions qui permettent d'assurer l'efficacité de la gestion de nos collectivités. Le principe de l'antériorité budgétaire est très étroitement lié au principe de l'annualité budgétaire. Le budget, dans une collectivité, dans une organisation publique, est non seulement un acte de prévision budgétaire, comme dans une entreprise, comme dans une association, mais dans une collectivité publique, le budget est surtout un acte d'autorisation politique. Et si le budget est un acte d'autorisation politique, cela voudrait dire qu'on ne doit pas pouvoir commencer à dépenser avant d'y avoir été autorisé. C'est le principe de l'antériorité budgétaire. Et ce principe correspond à un enjeu démocratique. Les élus de l'Assemblée délibérante, les élus du conseil municipal, lorsqu'ils votent le budget, ils autorisent le maire à dépenser. Et le maire ne peut pas, ne devrait pas pouvoir commencer à dépenser
avant d'y avoir été autorisé, avant que le budget ait été voté. Mais bien évidemment, vous sentez bien, vous savez, vous percevez au quotidien que ce principe de l'antériorité budgétaire n'est que théorique, puisque nos collectivités, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont un délai supplémentaire pour voter leur budget. À la différence de la loi de finances de l'État, qui est votée systématiquement dans les derniers jours du mois de décembre pour permettre une application de la loi de finances dès le 1er janvier, pour permettre à l'État de commencer à dépenser dès le 1er janvier, à la différence de l'État, dans les collectivités locales, nous disposons d'un délai supplémentaire pour adopter nos budgets primitifs. Le budget primitif de nos collectivités peut être voté jusqu'au 15 avril, les années normales, jusqu'au 30 avril, les années de renouvellement des assemblées délibérantes, par exemple pour les communes et intercommunalités. En 2020, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, les collectivités, communes et intercommunalités auraient eu jusqu'au 30 avril pour voter leur budget. Il se trouve que la crise sanitaire a conduit l'État à accorder un délai encore supplémentaire aux collectivités et en 2020, elles auront jusqu'au 31 juillet pour voter leur budget, mais c'est tout à fait exceptionnel. En revanche, se pose la question, comme le budget est voté en avril, théoriquement, les ordonnateurs ne devraient pas avoir la possibilité de dépenser le moindre centime avant le vote du budget. Vous sentez bien que pour les dépenses de fonctionnement, ça ne peut pas être appliqué. Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses qui permettent d'assurer la continuité du service public. La continuité du service public est un pilier de la gestion publique. Ainsi, en matière de fonctionnement, les exécutifs sont autorisés à dépenser avant le vote du budget, dans la limite des crédits inscrits sur le chapitre correspondant l'année précédente. Pour ne pas qu'il y ait de rupture dans la continuité du service public, les exécutifs peuvent dépenser en fonctionnement avant le vote du budget, dans la limite des crédits inscrits l'année précédente. Bien évidemment, s'ils sont trop dispendieux, s'ils dépensent trop d'argent dans la première partie de l'année, eh bien soit ils devront dépenser moins dans la deuxième partie de l'année, soit ils devront voter un budget en augmentation. Mais s'ils votent un budget en augmentation, il leur faudra trouver les recettes pour l'équilibrer. En d'autres termes, retenez qu'en matière de fonctionnement, pour assurer la continuité du service public, les exécutifs locaux peuvent dépenser dans la limite des crédits ouverts l'année précédente, ce qui donne une très grande liberté, une très grande souplesse. En revanche, il n'en est pas de même en section d'investissement. En section d'investissement, les choses sont très contraintes. Le maire n'a pas le droit de dépenser plus que le quart des crédits ouverts sur le chapitre l'année précédente. Et encore, il ne peut dépenser en investissement dans la limite du quart des crédits ouverts l'année précédente qu'à la condition que le conseil municipal l'ait autorisé à faire des dépenses d'investissement par anticipation. Si le conseil municipal ne l'autorise pas à faire des dépenses par anticipation, le maire ne pourra pas commencer à dépenser en section d'investissement avant le vote du budget. En revanche, il ne faudrait pas que cette règle empêche un maire de payer des factures pour une opération qui est déjà commencée. Lorsqu'une opération a été commencée l'année dernière, les sommes ont été engagées. Et lorsqu'il y a des sommes qui sont engagées, les sommes engagées non mandatées sont reportées l'année suivante. Et les sommes reportées l'année suivante peuvent être mandatées même avant le vote du budget. Lorsque les élus ont voté des APCP, autorisations de programme crédit de paiement, ce sont, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des opérations qui vont se dérouler sur plusieurs années. Lorsque les élus du conseil municipal votent une autorisation de programme et des crédits de paiement, ils votent une autorisation globale pour le montant de l'opération et ils votent des crédits de paiement pour chacune des années futures.
eh bien le maire, il est autorisé à dépenser dans la limite des crédits de paiement votés par son assemblée délibérante, quand bien même le budget primitif n'a pas été voté. En d'autres termes, retenez qu'en matière de fonctionnement, c'est très souple, l'exécutif peut dépenser dans la limite des crédits inscrits, la totalité des crédits inscrits l'année précédente. Retenez qu'en théorie, en investissement, c'est très restrictif. Le maire ne peut pas dépenser plus de un quart, 25% des crédits ouverts l'année précédente sur le chapitre, à condition d'avoir eu l'autorisation du conseil municipal. En revanche, pour ne pas qu'il y ait de rupture dans la continuité, même en investissement, le maire peut dépenser dans la limite des crédits reportés, c'est-à-dire les crédits engagés l'année dernière non mandatés, et il peut aussi, sur des opérations qui ont fait l'objet d'AP-CP, il peut aussi dépenser dans la limite des crédits de paiement prévus pour l'année considérée. Ces différentes dérogations et atténuations au principe de l'antériorité budgétaire permettent d'assurer une bonne gestion des services publics et surtout d'assurer la continuité de ces services. Autre principe très important en matière budgétaire dans les collectivités, c'est le principe de spécialité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je vais le rappeler maintenant, le budget dans les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, est un acte d'autorisation politique. Lorsque les élus du conseil municipal votent le budget, ils ne vont pas donner une autorisation générale au maire. Ils ne vont pas lui dire je te vote un budget de 5 millions et tu en fais ce que tu en veux. L'autorisation politique, elle ne correspond pas à un chèque en blanc. Lorsque l'Assemblée délibérante vote un budget, elle vote un budget spécialisé chapitre par chapitre. Et l'autorisation politique qui est donnée au maire, elle est donnée au maire sur le chapitre. Le maire est autorisé à dépenser dans la limite du chapitre. Tant qu'il reste à l'intérieur du chapitre, le maire peut procéder à autant de virements et de transferts de crédit qu'il souhaite à l'intérieur d'un chapitre. En revanche, pour passer de l'argent d'un chapitre à un autre chapitre, le maire n'est plus compétent. Il est obligé de proposer une décision modificative qui va être votée par l'Assemblée délibérante. Donc retenez que le principe de spécialité signifie que le budget est voté par chapitre. Le maire ne peut pas dépenser plus que le montant qui est sur le chapitre. Si en cours d'année, le maire a besoin de faire de transferts entre chapitres, il doit proposer une décision modificative qui est votée par l'Assemblée délibérante. Un budget est voté par chapitre, mais les élus du conseil municipal, les élus de l'Assemblée délibérante, ils ont le choix du niveau de vote. On peut voter un budget par nature. Par exemple, les dépenses de personnel sont une nature, les charges à caractère général sont une autre nature, les frais financiers sont une troisième nature. C'est une première possibilité de voter son budget. Si on vote son budget par nature, le chapitre correspond à une nature de dépense. Mais une collectivité peut choisir de voter son budget par fonction. La fonction, c'est la destination. C'est en quelque sorte la compétence. Il y a une fonction sport, culture, loisir. Il y a une fonction enseignement. Il y a une fonction sécurité. C'est en quelque sorte une politique publique. Lorsque la collectivité choisit de voter son budget par fonction, le chapitre correspond à une fonction. Donc retenez que l'autorisation politique n'est pas générale. Lorsque les élus votent le budget, ils votent le budget par chapitre. Le chapitre peut correspondre à un chapitre par nature ou le chapitre peut correspondre à une fonction. Ça dépend du choix de l'Assemblée délibérante. Mais dans tous les cas de figure, le maire ne peut pas dépenser plus que le montant qui est voté sur le chapitre. Il s'agit d'un enjeu démocratique.
Le budget est un acte d'autorisation politique que le maire doit respecter. Il ne peut pas dépenser plus que l'autorisation qui lui a été donnée. En revanche, il y a des exceptions. Et parmi ces exceptions, il y a les dépenses imprévues. Lorsque le maire prépare le budget et soumet le budget à l'Assemblée délibérante, il peut prévoir un chapitre de dépenses imprévues. Et lorsqu'il y a un chapitre de dépenses imprévues, le maire peut, en cas d'urgence, procéder à un transfert de crédit, venir ponctionner le chapitre dépenses imprévues et augmenter un autre chapitre dont il a besoin. Grâce à cette augmentation de chapitre, le maire peut faire face aux dépenses urgentes auxquelles il est confronté. Et au prochain conseil municipal suivant, le maire devra proposer une décision modificative qui valide le transfert du chapitre dépenses imprévues vers le chapitre que le maire a utilisé. On peut créer des dépenses imprévues en section de fonctionnement, mais on peut aussi créer des dépenses imprévues en section d'investissement. En revanche, le montant des dépenses imprévues doit être limité à 7,5% des dépenses de la section considérée. Je ne peux pas avoir des dépenses imprévues qui dépassent 7,5% des dépenses de fonctionnement total et je ne peux pas avoir des dépenses imprévues en investissement qui dépassent 7,5% des dépenses d'investissement. Dernier principe budgétaire traditionnel, un principe très important, le principe d'équilibre budgétaire. On dit aussi le principe de l'équilibre réel. L'équilibre réel est atteint si trois conditions sont respectées. La première condition, c'est l'équilibre de chacune des sections. La section de fonctionnement doit être équilibrée, la section d'investissement doit être équilibrée. Chacune des deux sections étant équilibrée, l'ensemble du budget est lui-même équilibré. Équilibre d'une section, ça veut dire que les recettes de la section correspondent aux dépenses de la section. Donc première condition de l'équilibre réel, chacune des deux sections est équilibrée. Mais lorsqu'on fait un budget, le budget, c'est une prévision. Pour avoir des dépenses égales aux recettes, ce serait très facile. Il suffirait de minorer les dépenses ou alors il suffirait de majorer les recettes. Pour éviter d'avoir des équilibres budgétaires factices, la règle de l'équilibre budgétaire impose que les dépenses et les recettes soient évaluées de façon sincère. Et lorsque le préfet va recevoir le budget voté par une assemblée délibérante, il va vérifier que les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère. Il va vérifier par exemple qu'il n'y a pas de recettes qui ne correspondent à aucune subvention réellement attendue ou réellement versée. Il va vérifier que des dépenses ne sont pas minorées, ne sont pas cachées. Deuxième règle pour que l'équilibre réel soit atteint, c'est donc la sincérité budgétaire dans la prévision. Il faut que les dépenses et les recettes soient évaluées de façon sincère. Et enfin, troisième condition, peut-être un peu plus compliquée à comprendre, dans l'équilibre réel, c'est la condition qui concerne le remboursement de la dette ancienne. Il faut que le remboursement du capital de la dette ancienne soit couvert par des recettes propres d'investissement. L'État a peur que les collectivités mobilisent des emprunts nouveaux pour rembourser des emprunts anciens. Si vous, dans votre vie personnelle, vous aboutissiez à devoir faire un emprunt nouveau pour rembourser un emprunt ancien, vous seriez dans un cycle de surendettement dans lequel il est très difficile de sortir. Pour éviter que les collectivités n'en arrivent dans ces situations-là, l'État impose aux collectivités de rembourser du capital de la dette par des recettes propres d'investissement. Et les recettes propres d'investissement, ce sont des recettes d'investissement hors dette nouvelle. On ne peut pas utiliser de la dette nouvelle pour rembourser de la dette ancienne.
Si ces 3 conditions sont remplies, chaque section est équilibrée, les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère et le remboursement du capital de la dette ancienne est couvert par des recettes propres d'investissement, alors l'équilibre budgétaire est atteint. L'équilibre budgétaire, le respect du principe de l'équilibre budgétaire est un impératif de bonne gestion, mais c'est aussi un impératif pour une gestion durable de la collectivité. Si une collectivité était en déficit, comme l'État est en déficit, si une collectivité était en déficit, cela voudrait dire que le déficit est couvert par emprunt et que le déficit d'aujourd'hui sera remboursé par les générations de demain. Donc une collectivité en déficit, ça voudrait dire qu'on reporte sur les générations de demain des efforts budgétaires qui auraient dû être faits par les générations d'aujourd'hui. Et donc pour éviter d'avoir des situations de surendettement, pour éviter d'avoir des situations financières délicates dans nos collectivités, la règle de l'équilibre budgétaire s'impose. Et on verra tout à l'heure dans le dernier chapitre consacré au contrôle budgétaire que lorsque le préfet reçoit un budget primitif, lorsque le préfet reçoit un compte administratif, il va vérifier pour le budget primitif que la règle de l'équilibre budgétaire réel est bien atteinte. Et dans le compte administratif, il va vérifier que le compte administratif ne fait pas apparaître de déficit excessif. Et cet enjeu, cet objectif d'équilibre budgétaire est tellement important qu'il ne subit pas d'exception. À la différence des autres principes, ce principe d'équilibre budgétaire n'a pas d'exception. Il n'y a pas d'autorisation exceptionnelle pour les collectivités de voter leur budget en déficit. Même durant l'année 2020, où les collectivités ont été confrontées à des difficultés très conséquentes liées à la crise sanitaire, elles n'ont pas été autorisées à voter des budgets en déséquilibre parce que c'est un principe structurant du droit budgétaire et financier français. Jusqu'à présent, nous avions parlé des principes budgétaires traditionnels. À côté de ces principes budgétaires traditionnels, on va trouver un principe comptable structurant qui est une spécificité française, c'est le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, c'est en quelque sorte l'exécutif de la collectivité. L'ordonnateur, c'est celui qui va passer des commandes, c'est celui qui va vérifier le service fait, et une fois que le service est fait, l'ordonnateur, comme son nom l'indique, va donner l'ordre de payer. Mais l'ordonnateur ne paye pas. L'ordonnateur donne l'ordre de payer, et il donne l'ordre de payer en signant un mandat. Le mandat, c'est l'ordre que l'ordonnateur va donner au comptable public. Retenez que l'ordonnateur, dans les collectivités, est un élu. C'est l'exécutif de la collectivité. Au niveau des services de l'État, l'ordonnateur est un agent public, est un fonctionnaire de l'État. Par exemple, le préfet est l'ordonnateur de l'État dans le département. L'ordonnateur donne l'ordre de payer au comptable public. Le comptable public est un fonctionnaire de la Direction générale des finances publiques. Le comptable public va contrôler les pièces transmises par l'ordonnateur et va payer après avoir contrôlé. Lorsque le comptable public paye, il engage sa responsabilité pécuniaire et personnelle. C'est-à-dire que s'il a payé un mandat qu'il n'aurait pas dû payer, il devra rembourser la collectivité. On verra dans les contrôles que c'est la Chambre régionale des comptes, au niveau de l'État c'est la Cour des comptes, mais dans les collectivités c'est la Chambre régionale des comptes, qui va régulièrement venir juger les comptes du comptable public. Et si, lorsqu'elle juge les comptes du comptable public, elle constate qu'un mandat a été payé alors qu'il n'aurait pas dû être payé,
la Chambre régionale des comptes va imposer au comptable public de rembourser la collectivité. Bien sûr, le comptable public a des assurances, a souscrit des cautions, mais juridiquement, c'est lui qui est personnellement et pécuniairement responsable et c'est lui qui doit rembourser. Ce principe de séparation entre l'ordonnateur qui décide, qui vérifie le service fait, et le comptable public qui paye est un enjeu démocratique. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, il est important qu'il y ait deux personnes qui interviennent dans la chaîne de l'exécution des dépenses. Il est important aussi que l'ordonnateur n'ait pas de pouvoir hiérarchique sur le comptable public. L'ordonnateur n'a pas d'ordre à donner au comptable public. Le comptable public dépend du trésorier payeur général qui dépend lui-même du ministre des Finances. Il n'y a pas de lien hiérarchique. Il n'y a pas de subordination. Le comptable public est indépendant de l'ordonnateur. C'est un principe démocratique, mais c'est aussi un principe de protection de l'argent public. Et chaque fois qu'on parlera maniement de l'argent public, il faut que vous ayez en tête que celui qui manie l'argent public est responsable pécuniairement et personnellement sur ses deniers propres. En effet, on peut trouver des cas où ce n'est pas le comptable public qui manie les fonds publics. Quand vous allez au guichet de la piscine pour acheter un droit d'entrée, pour acheter un ticket d'entrée à la piscine, vous payez le droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est de l'argent public. Et pourtant, devant le guichet, ce n'est pas un comptable public. C'est un fonctionnaire de la collectivité. Je viens de dire que seul le comptable public avait droit de manier les fonds publics. Eh bien, il y a effectivement une dérogation au fait que le comptable public et lui seul manie les fonds publics. La dérogation, s'appelle les régies d'avance et les régies de recettes. La régie de recettes, c'est l'habilitation qu'on va donner à un fonctionnaire de la collectivité pour manier des fonds publics. Le fonctionnaire à qui vous achetez le ticket d'entrée à la piscine est un fonctionnaire qui a fait l'objet d'un arrêté spécifique. Il a été nommé régisseur. Il a été nommé régisseur, il a des responsabilités bien spécifiques parce qu'il manie de l'argent public. Et ce régisseur, il travaille sous le double contrôle de la collectivité, parce que c'est un agent de la collectivité, mais aussi sous le contrôle du comptable public. À n'importe quel moment, le comptable public peut venir voir le régisseur et lui demander quelles sont les sommes qu'il a dans la caisse et quels sont les justificatifs qu'il est capable de produire. Et le régisseur doit produire des justificatifs qui expliquent les sommes qui sont dans la caisse. Et en cas d'écart, le régisseur est pécuniairement et personnellement responsable sur ses deniers propres, parce qu'il manie de l'argent public. Être régisseur est une responsabilité très concrète et très lourde. Il faut être capable d'être rigoureux et d'avoir tous les justificatifs pour expliquer les mouvements de fonds. Les régies de recettes sont une dérogation au principe de séparation ordonnateur-comptable parce que c'est un agent de l'ordonnateur qui manie les fonds publics. Pour pouvoir être régisseur, il faut être habilité à manier les fonds publics. On est habilité à manier les fonds publics sur la base d'une délibération qui va créer une régie. Et une fois que la régie est créée, il va y avoir un arrêté de l'exécutif qui va nommer une personne en particulier en tant que régisseur. Il faut qu'il y ait une double condition, une délibération pour créer la régie et un arrêté pour nommer un régisseur. Et ces deux actes institutifs de la régie, la délibération et l'arrêté de nomination du régisseur, ce sont des actes qui doivent avoir été préalablement approuvés par le comptable public. Et c'est normal parce que c'est le comptable public qui va devoir surveiller les conditions de fonctionnement de la régie. Les régies d'avance sont des régies qui permettent à un agent de l'ordonnateur de faire des menus dépenses. Les régies de recettes sont des régies qui permettent à un agent de l'ordonnateur d'encaisser des recettes. Dans les deux cas de figure, c'est un agent de l'ordonnateur qui va manier les fonds publics. Les régies d'avance et les régies de recettes sont des dérogations légales, réglementaires, prévues par les textes.
La gestion de fait est un cas où il n'y a pas séparation entre l'ordonnateur et le comptable public. La gestion de fait est un cas où une personne va se trouver en situation de manier des fonds publics alors même qu'il n'y a pas été autorisé. Celui qui manie de l'argent public alors qu'il n'y a pas été autorisé est qualifié de gestionnaire de fait. C'est une infraction. Et comme c'est une infraction, elle est pénalement punie par une amende, alors que l'on ne peut pas être, il ne peut pas y avoir il doit y avoir une séparation franche entre ordonnateur et comptable public. Si je suis gestionnaire de fait, je ne pourrai pas être élu. Si je suis gestionnaire de fait, je vais être inéligible pour 5 ans. Si je suis gestionnaire de fait, la Chambre régionale des comptes va venir examiner ma caisse, examiner les justificatifs que je suis capable de produire, et en cas d'écart entre les justificatifs et la caisse, le gestionnaire de fait devra rembourser la collectivité parce qu'il a manié de l'argent public. En d'autres termes, être gestionnaire de fait est lourd de conséquences. Vous avez une amende, vous êtes inéligible pour 5 ans, et vous devez rembourser la collectivité en cas d'écart entre les sommes que vous avez maniées et les justificatifs que vous êtes capable de produire après une mise en cause de la Chambre régionale des comptes. Pour éviter d'être dans une situation de gestionnaire de fait, il est très important de ne pas manier de l'argent public. L'argent public, c'est bien sûr des pièces et des billets, mais l'argent public, c'est aussi des chèques. L'argent public, ça peut être des cartes bleues, l'argent public, ça peut être aussi des tickets restaurants. Ne pas manier de l'argent public, c'est être extrêmement vigilant sur tous les moyens de paiement qui peuvent exister. Et quand par erreur, vous recevez un chèque sur votre bureau, il faut vite le mettre dans l'enveloppe et le renvoyer au Trésor public, sauf si vous êtes régisseur de recettes. En conclusion, quels éléments retenir des principes budgétaires et comptables applicables aux collectivités? D'une part, on a vu que c'était des principes très anciens. Souvent, ils remontent à la Révolution française. Ce sont des principes très anciens qui font écho à des principes philosophiques ou à des principes ou à des règles que l'on trouve ou des dispositions que l'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour autant, même si ce sont des principes très anciens, ce sont des principes qui, tous les jours, très concrètement, ont encore des répercussions très précises dans les règles budgétaires que les collectivités et que les agents publics doivent respecter. Il était donc important et essentiel de rappeler quels étaient ces principes budgétaires et comptables et de voir que chaque principe budgétaire et comptable pouvait faire l'objet d'adaptations, d'exceptions, d'atténuations et que chacune de ces exceptions, chacune de ces adaptations ou de ces atténuations avait en réalité pour objectif de concilier un principe ancien avec la nécessité d'avoir une gestion moderne, performante, efficace et efficiente. Les principes, comme ils sont anciens, ne sont pas forcément adaptés à l'évolution de la société, à l'évolution des règles de gestion moderne. Et donc, il a fallu, au fil du temps, amender les principes, autoriser des exceptions pour que ces principes-là ne nuisent pas à l'efficacité du service public. Mais ces principes sont tellement fondateurs, tellement importants, tellement protecteurs de l'argent public qu'on ne les a pas fait non plus disparaître. Au fil du temps, ils sont restés bien présents, même s'ils ont été adaptés. Les réformes récentes des comptabilités publiques, qui ont commencé dans les années 90 avec la réforme de la M14, comptabilité des communes, et qui se sont poursuivies ensuite avec la réforme des comptabilités des départements et des régions, ces réformes récentes des comptabilités publiques ont permis
de faire apparaître, de faire émerger ou de mettre en lumière d'autres principes qui sont des principes plus modernes, des principes de transparence, des principes de sincérité budgétaire et surtout des principes d'image fidèle du patrimoine. Avec les réformes comptables, la comptabilité des collectivités, les sommes inscrites au compte de gestion doivent retracer fidèlement la valeur de leur patrimoine. L'inventaire physique doit être en cohérence avec l'actif comptable inscrit dans le compte de gestion. Ce sont des exigences modernes que l'on retrouve dans toutes les réformes récentes des comptabilités publiques locales. Mais pour autant, même si ces réformes-là ont affirmé de nouveaux principes, elles n'ont pas remis en cause les principes anciens qui restent toujours présents et qui doivent toujours être respectés. Nous en avons fini avec cette première vidéo sur les principes budgétaires et comptables. Si vous voulez avoir des éléments complémentaires sur cette thématique, vous pouvez accéder à une carte mentale qui schématise les principaux éléments à retenir de la séance d'aujourd'hui consacrée aux principes budgétaires et comptables. Vous pouvez avoir accès à un résumé, à l'essentiel de ce qu'il faut retenir en une page ou 2 pages, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les principes budgétaires et comptables. Et si d'aventure ce résumé vous semblait trop court, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez avoir accès aux détails de l'explication des principes budgétaires et comptables. Dans ce détail, certains mots font l'objet d'une définition plus précise dans un lexique. Et vous pouvez avoir accès également à ce lexique. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, nous mettons aussi à votre disposition des liens informatiques, Internet, qui renvoient à des ressources complémentaires qui se trouvent souvent sur Wikiterritorial avec des fiches de connaissances produites par le CNFPT. En tout état de cause, en espérant que ces éléments contenus dans la vidéo et les éléments dont vous allez prendre connaissance ultérieurement dans ce parcours vous permettront à la fois de vous présenter dans de meilleures conditions devant les jurys des concours et vous permettront de mieux comprendre le contexte des finances publiques locales et de mieux exercer vos missions au quotidien. À très bientôt, j'espère. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.